Bienvenue à tous dans le 20h. Merci d'être des nôtres sur RTI 1 ce 9 janvier. Les titres du journal. Les partis et groupements politiques ont une rencontre ce jeudi après-midi avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un entretien qui ouvre ainsi la deuxième phase des échanges portant sur la finalisation du processus électoral en cours. Hier mercredi, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris déplorait un drame humain. Le corps d'un jeune garçon a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion qui provenait d'Abidjan. Ce jeudi, le ministre des Transports s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour tenter de connaître les causes de l'incident. Que se passe-t-il à la station de production d'eau potable de Songon? Pourquoi les perturbations sont-elles récurrentes au point d'impacter l'approvisionnement en eau potable? Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu sur place pour répondre à ces questions et surtout trouver des solutions définitives. Au Togo, 10 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel du 22 février prochain, y compris le président sortant Faure Gnassingbé, qui a été officiellement investi par son parti pour briguer un 4e mandat. Bonsoir à tous. À un peu plus de 9 mois des élections en Côte d'Ivoire, le sujet de l'encadrement des élections est sur la table des échanges. Ce jeudi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu les acteurs politiques, partis et groupements pour échanger sur la finalisation du processus en cours. Alexis Ouedraogo. Comme annoncé par le chef de l'État ivoirien, ce jeudi, à la primature, le dialogue politique reprend dans une ambiance bon enfant. À 9 mois et quelques jours des échéances électorales, le sujet de l'encadrement des élections est sur la table des discussions, avec pour cette étape les acteurs politiques, partis et groupements. Il y a un ensemble de questions, une dizaine au total, que nous allons discuter avec le gouvernement. Que les conditions qui touchent à l'organisation pratique des élections soient améliorées et consolide la transparence du processus électoral. Le Premier ministre nous a donné le point, entre autres le code électoral. Donc nous avons noté les points. Aucune question doit être taboue. Discutons de tout pour parvenir à des vraies élections conclusives. Je pense que c'est une avancée majeure parce qu'il y a une adhésion de l'ensemble des partis politiques. Et d'ailleurs, nous en sortons avec déjà une date qui nous a été indiquée, c'est le mercredi 15 à 15 h pour la prochaine réunion. En 2019, le dialogue ouvert avait permis à son terme de sortir le texte portant recomposition de la CEI, des acquis qui aujourd'hui ouvrent une nouvelle phase. Pour l'heure, les partis politiques et groupements doivent faire des propositions de réflexion pour enrichir les discussions des comités qui seront mis en place. L'exercice requiert que jusqu'à fin janvier, ils présentent leurs propositions. Cette deuxième phase sera donc consacrée à la finalisation des travaux relatifs au code électoral. Nous abordons cette nouvelle phase dans le même esprit d'ouverture et de dialogue constructif pour la définition des règles devant régir l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de souligner la ferme volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de maintenir un climat de paix tout le long du processus. Il appartient à chacun des acteurs ciblés d'y participer activement, sans passion, dans un esprit d'ouverture, par des propositions donc constructives. Prochain invité à cette table du dialogue politique, la société civile. Pour ces futures échéances électorales, le Conseil constitutionnel se dit prêt à relever les défis. Le président de l'institution, Mamadou Koné, et ses collaborateurs ont fait le bilan de l'année écoulée. Ils se préparent à franchir le cap de 2020. Sidonie Davila. 2019, une année relativement calme, une année excellente pour le Conseil constitutionnel. C'est en ces termes que le président de l'institution a résumé l'année écoulée. Notre institution a été saisie d'un certain nombre de requêtes en lien avec les préoccupations soulevées par l'interprétation des différentes dispositions légales, nouvelles ou déjà en vigueur. Toutes ces saisines ont été examinées
et ont fait l'objet de décisions rendues par la juridiction constitutionnelle. Le souhait de Mamadou Koné est que l'accalmie de 2019 s'étende à 2020, l'année électorale. En effet, l'institution doit veiller à la régularité des principales élections, dont la présidentielle. Le président du Conseil constitutionnel veut garder intacte l'image de la juridiction. Pour cela, il veut compter sur tous ses collaborateurs. Les élections se passeront bien, n'en doutez pas. Le capitaine du navire Conseil constitutionnel que je suis n'abandonnera pas le navire. Je serai là et nous allons faire la traversée ensemble, sans aucun dommage. La tâche est certes considérable, en ce qu'il nous faudra sortir de ces élections dans la paix et l'union de tous les fils et filles de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais elle n'est point insurmontable. Il suffira à chacun et à chacune d'entre nous de continuer de faire preuve de détermination, de civisme et de sens de responsabilité dans l'exécution de la mission collective qui nous est dévolue. Une note d'espoir pour le personnel ainsi que pour les membres du Haut Conseil qui réaffirment leur totale disposition à relever les calenques liés aux futures échéances. Cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire suscite tellement d'inquiétude et de peur que nous, au Conseil constitutionnel, nous devons demeurer sains, sereins et imperturbables. Nous prions celui qui choisit et établit toute autorité, j'ai nommé Dieu, de vous accorder la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, l'intelligence et l'habileté de David, afin qu'à la proclamation des résultats définitifs, personne n'ait à redire. En cette année électorale, le Conseil constitutionnel sera mis à contribution à l'occasion de la modification de la Constitution et du Code électoral. Et comment se prépare ce scrutin présidentiel du côté de la Commission électorale indépendante? Une délégation du réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest s'est entretenue sur la question avec le président de la CEI, Aboulaye Koné. Le processus électoral en cours était au cœur d'une rencontre entre le RESAO, le réseau des commissions électorales de la CEDEAO, et la CEI. La délégation qui bénéficie du soutien d'un partenaire technique sud-coréen était porteuse d'un plan d'accompagnement pour un meilleur déroulement du scrutin présidentiel qui se tiendra en octobre. Nous sommes venus, comme d'habitude, appuyer la commission électorale, discuter avec le président de la commission électorale et les membres du bureau de comment le réseau peut contribuer à la réalisation des élections paisibles en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, nous avons eu la chance d'être assistés de l'ancien président du réseau mondial des commissions électorales, qui est M. Kim, qui a fait le déplacement pour qu'on vienne discuter avec la CEI de l'appui que Econec peut apporter pendant ce processus électoral. Créé en 2008, le RESAO permet une mutualisation multiforme, celle du matériel électoral et des compétences dans la sous-région ouest-africaine. Afin de mieux préparer les populations ivoiriennes à cette période électorale qui approche à grands pas, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, est en tournée de sensibilisation. Le cheikh Aïma Bouakari Fofana s'est rendu dans les régions du Kavali, du Guémon et du Tonkbi. Pargassoro Koné nous fait le point. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, dans les régions du Kavali, du Guémon et du Tonkui à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est la place Alassane Ouattara de Tout le Pleu qui a constitué la première étape de la grande tournée du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Objectif de cette tournée de sensibilisation, rencontrer et échanger avec les autorités administratives, religieuses et la communauté musulmane de ces différentes localités sur les valeurs de paix, de cohésion, de tolérance et d'amour. Que désormais, des combats qui sont faits au nom de la religion disparaissent. Les combats qui sont faits au nom de l'ethnie, de la race disparaissent. Ne faisons pas de nos villages des poudrières. Et n'acceptons pas que nos villages deviennent des poudrières, car les conséquences peuvent être graves. Et quand il y a la guerre,
on est obligé de partir et laisser ses biens. Aucune activité de développement ne peut être menée s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas le calme. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, et au nom de Dieu, nous devons tous travailler pour la paix et pour la sécurité. Comme à tout le plus, autorités administratives, chefs traditionnels et communautés musulmanes des villes de Blolequin et de Guiglo dans la région du Cavali ont également reçu du message de tolérance et d'amour du président du COSIM. Message salué par les populations et les guides des autres confessions religieuses. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Quand la religion sœur, qui est la religion musulmane, vient pour parler de paix, pour prêcher la paix, il est de notre devoir, en tant que chrétiens, nous devons donc apporter notre soutien pour que cette mission réussisse. Depuis que nous sommes revenus de la crise, nous allons dans les hameaux pour prononcer la paix à tout le monde. C'est effectivement une mission parmi tant d'autres qu'ils viennent de nous donner. Nous allons prêcher la paix, prêcher la cohésion pour parler véritablement de la non-violence. Je ne sais pas quel Fofana a bien parlé. Donc nous tous, on souhaite la paix entre musulmans et chrétiens pour une bonne vie à Blolequin. Ce message me va droit au cœur et c'est effectivement ce que nous, la jeunesse, on doit faire. On doit vraiment s'associer à la cohésion sociale et surtout à la paix. Cette première étape de la grande tournée du guide suprême de la communauté musulmane à l'ouest de la Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des autorités administratives, des chefs traditionnels, des élus et cadres de la région. Population de Touloupleu, je voudrais, au nom de tous, traduire toutes nos reconnaissances au guide spirituel. Et nous serons à ses côtés afin que le message qu'il va délivrer, nous puissions le porter auprès de nos populations pour un vivre ensemble. Concernant le message que vous venez de passer, ça me va droit au cœur. Les Malinqués et les Dula qui sont là, c'est depuis en 1936 qu'ils habitaient ici avec nous. Là aujourd'hui, nous sommes toujours en cohésion. Je voulais vous rassurer ici que nous avons la volonté obstinée d'aller vers la paix et de vivre la paix. Et nous voulons ici vous rassurer que dans le département de Blolequin, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que la paix entre les communautés règne. Lorsque, il y a quelques années, l'ensemble des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkui ont connu diverses crises, les populations de Touloupleu n'ont pas suffi. Parce que la cohésion sociale, la préservation de la paix sociale, ça fait partie de leur ADN. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis de voir que le cheikh Bakary Fofana a choisi ce thème de la cohésion sociale et de la préservation sociale. Après le Cavali, les villes des régions du Guémon et du Tonkui recevront la visite de l'homme des dieux. Échange de présents, prières et bénédictions pour la stabilité et pour des élections apaisées en 2020 ont également meublé cette première étape de la grande tournée du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à l'ouest du pays. Les initiatives se multiplient partout dans le pays, tant au plan politique que social, pour des élections apaisées. Hier mercredi, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris, le corps d'un jeune garçon a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France en provenance d'Abidjan. Comment cela a-t-il été possible? Le ministre des Transports s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour le savoir. Mercredi, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris, un corps sans vie est retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France. L'appareil a décollé à partir d'Abidjan le mardi soir. Alerté, le ministre des Transports est à l'aéroport ce jour pour connaître les causes de l'incident. Il ne s'agit pas d'un personnel autorisé à travailler sur l'aéroport. Les vérifications ont été faites. Il n'a pas été non plus possible que l'individu en question ait eu accès à la piste de l'aéroport en passant par des voies normales, qui sont des voies d'accès contrôlées. Nous pensons que l'individu a eu accès à l'espace aéroportuaire en escaladant le mur de la clôture autour de l'aéroport. Ensuite, s'est caché dans les espaces verts de l'aéroport et s'est agrippé au train d'atterrissage. Pour éviter que de tels actes ne surviennent, le ministre annonce plusieurs mesures pour assurer la sécurité aéroportuaire. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone d'ombre
donc dans l'aéroport, surtout la nuit, il n'y a pas de zone d'ombre et que tous les vols donc, puissent être opérés avec le plus de sécurité possible. Il y a des travaux à réaliser encore au niveau des clôtures, environ sur 7 mètres. Ces travaux ont commencé à être faits donc, depuis ce matin. À côté de cela, nous avons décidé de procéder le plus rapidement possible au déguerpissement des populations autour de la zone aéroportuaire. Nous allons renforcer donc, les capacités de tous les agents de sécurité et de défense donc, sur l'aéroport d'Abidjan. En 2018, 94 cas similaires ont été enregistrés à travers le monde, dont une trentaine sur le continent américain, selon les autorités aéroportuaires. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny reste un des aéroports les plus sûrs du continent. Pour preuve, cet aéroport a passé récemment plusieurs certifications avec succès, en témoigne le ministre Amadou Koné. Direction Sangon, le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à la station de production d'eau potable. Suite à des perturbations répétées, Laurent Tchagba s'est entretenu avec les techniciens de cette importante usine de traitement d'eau de la ville d'Abidjan, Lansine Bakayeko. Composée de 15 forages, l'usine de production d'eau potable de Sangon alimente plusieurs quartiers des communes d'Abobo, d'Anyama et de Sangon. Près de 4 semaines que ces populations font face à un problème d'approvisionnement sous forme de baisse de pression et même de rupture intégrale de la fourniture de liquide précieux. On a eu des équipements au niveau de la salle de refoulement des groupes de reprise. On a des démarrages progressifs qui ont pris un coup. Quelquefois, les problèmes d'arrêt de l'usine sont dus aux problèmes d'électricité. Des problèmes de stabilisation du réseau électrique, mais également des désagréments liés aux emprises des plantations d'EVA et dans une certaine mesure à la trop grande proximité des villages. Ces forages-là ont tendance à être gênés dans leur fonctionnement par l'environnement. Il y a aussi le problème de l'occupation du champ captant. Fort de son profil de spécialiste des questions d'eau et de ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba affiche sa détermination à résoudre ce problème de desserte d'eau potable. Au plan technique, il s'agit de renforcer le contrôle en optimisant les exploitations hydrauliques et au niveau administratif de remplir les obligations de l'État vis-à-vis des communautés locales. Le problème d'indemnisation des populations qui ont donné leurs terres et tout cela, il y a des mécontentements et nous adressons aussi ce dossier de telle sorte que très rapidement des dispositions soient prises pour pouvoir les dédommager, pour que leur comportement ou leur mécontentement n'impacte pas le fonctionnement de l'usine. L'usine d'eau de Sangon a été mise en service en 2015 pour un investissement global de 30 milliards de francs CFA. Sa production est de 46 000 m3 jour. En économie, l'annexe fiscale 2020 est officielle depuis le mardi 7 janvier dernier. Les avis sont partagés sur la pertinence des 28 mesures contenues. Le secteur privé a soulevé des préoccupations auxquelles le directeur général des impôts a apporté des éléments de réponse. Cheikh Koné. Petite déception pour le secteur privé lors de la présentation de l'annexe fiscale 2020 organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et un cabinet privé. C'était le mardi 7 janvier dernier. L'annexe fiscale 2020, attendue comme l'annexe de transition avant la grande réforme fiscale, est loin de satisfaire l'ensemble des acteurs du secteur privé. C'est vrai que cette annexe fiscale ne présente pas de mesures très fortes, puisque, comme vous avez vu la présentation, il n'y a pas de baisse, je dirais, importante des charges fiscales des entreprises en termes de taux. Par ailleurs, en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette fiscale, il y a eu des efforts qui ont été faits en matière d'élargissement de l'assiette fiscale. Au nombre de ces efforts, on peut citer la mesure d'amnistie fiscale pour les PME. Une mesure qui annule tous les impôts et taxes dus au titre des périodes antérieures à l'établissement de la DFE, entendez, la déclaration fiscale d'existence. En d'autres termes, les PME qui se déclarent avant le mois d'avril 2020 bénéficient d'une amnistie fiscale pour leurs activités passées. Outre cette mesure, il y a celle relative à la suspension de l'impôt minimum forfaitaire, IMF, jusqu'au 31 décembre 2020.
là où le secteur privé s'attendait à une suppression pure et simple. Il ne coûtait rien au gouvernement de dire on supprime. Mais on dit on suspend parce qu'il y a des travaux qui sont en cours qui n'ont pas encore abouti. Alors, et là, je ne comprends pas. Du coup, on en fait un véritable problème. Alors, quand aurait-il été si on avait supprimé? Là, on est à la suspension et on vous a expliqué les motifs. On vous a expliqué les motifs pour dire qu'il y a des réformes qui sont en cours. On réfléchit ensemble et on voit comment on peut trouver un système de taxation qui réponde aux aspirations des uns et des autres sans dénaturer la fiscalité du pays. Sié Ouattara, devant les journalistes, a affirmé que cette annexe est porteuse d'espoir, bien qu'elle n'ait pris en compte toutes les préoccupations du secteur privé. C'est le genre de débat intellectuel très intéressant. On aurait pu faire mieux. À ma qualité de directeur général des impôts, je ne me satisfais jamais de ce qu'on a fait. Donc je dis également qu'on aurait pu faire mieux et on va continuer toujours à faire mieux. En gros, l'annexe fiscale 2020, forte de 28 mesures, contient beaucoup de dispositions complémentaires au Code des investissements à travers plusieurs secteurs qui bénéficient d'exonérations fiscales de droits communs, notamment l'industrie pharmaceutique et la transformation agricole. Elle a particulièrement mis l'accent sur le renforcement des moyens en matière de lutte contre la fraude fiscale. Pour l'exercice budgétaire 2020, les objectifs de recettes fiscales sont fixés à 3 940 milliards de francs CFA, dont 2 570 milliards de francs CFA. Pour la fiscalité intérieure, le taux de pression fiscale de l'ordre de 17%, lui, continue d'être en deçà du seuil communautaire de 20%. Dans le nord du district d'Abidjan, la commune d'Abobo fait sa mue. Le maire a dressé le bilan de son exercice. Ahmed Bakayoko a par ailleurs annoncé d'importants projets pour la commune. Abou Sanogo. Cela fait exactement 1 an et 1 mois que Ahmed Bakayoko a été installé à la tête de la mairie d'Abobo. Et déjà, plusieurs actes ont été posés et plusieurs actions entreprises, notamment le rechargement, le reprofilage, le bitumage et la construction de nouvelles voies, le renforcement de l'éclairage public, l'extension du réseau électrique aux quartiers qui en étaient dépourvus, le renforcement des capacités de formation sanitaire de proximité en matériel et personnel qualifié. Pour toutes ces actions, les populations d'Abobo et les personnels de la mairie ont tenu à lui exprimer leur gratitude et leur reconnaissance. Grâce à votre leadership, Abobo est en train de redorer son blason pour devenir en quelques mois seulement une commune qui plaît, une commune qui compte véritablement. En retour, le maire de la commune d'Abobo a rassuré les populations de l'engagement du président de la République et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il a également annoncé de grands projets pour Abobo. La santé sera renforcée puisque le 2e CHU va rentrer, si ce n'est pas déjà fait, en rénovation. Et le CHU moderne d'Abobo, les travaux vont démarrer. Il y a également le lycée d'excellence qui va être construit. Je vais m'attacher sérieusement à la question de la sécurité. Nous allons venir avec le ministre de la promotion de la jeunesse, donner des chèques à 1000 jeunes, pour un total de 500 millions. Autres actions posées par le maire de la commune d'Abobo, l'attribution d'aide aux associations et aux ONG et l'extension de la liste des bénéficiaires des filets sociaux au profit de plusieurs familles de la commune d'Abobo. Les associations de Bondoukou dans le nord-est de la Côte d'Ivoire reçoivent également de l'aide. 300 femmes constituées en coopérative ont reçu du matériel agricole et des semences, un don de la Chine pour accroître les revenus des femmes de 10 localités de la sous-préfecture de Tabagne. Hermance Zirignon et Jean-Marc Djadji. La femme rurale de Tabagne se rend au champ. Ensuite, elle revient avec ses produits. Pour la commercialisation, enfin, la femme de Tabagne, belle et heureuse de profiter du fruit de son travail. C'est par cette image que les membres de l'ONG Adia Tchan en langue bron, le jour s'est levé, sont venus dire merci au gouvernement et à la République populaire de Chine pour le don matériel agricole et de semences. Notre objectif principal est de lutter contre la pauvreté féminine en milieu rural par la formation et la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Pour ces grands gestes, pleins de bonté et d'humanisme, la femme du monde rural des villages de la sous-préfecture de Tabagne, par ma voix, vous dit merci.
D'une valeur d'environ 12 millions de francs CFA, ces équipements sont composés entre autres de tricycles, d'arrosoirs, de produits phytosanitaires, de brouettes et de semences. Nous souhaitons à travers ce projet que les femmes rurales bénéficiaires puissent mieux se prendre en charge dans la production agricole et y contribuer davantage au développement socio-économique. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement, vise à lutter contre l'extrême pauvreté des femmes issues du milieu rural. Le groupement Adjatchi a été retenu pour son sérieux et pour son dynamisme. Je voudrais vous encourager à continuer dans cette voie, parce que c'est seulement le travail qui paye. À travers ce don, la Chine entend accompagner le gouvernement dans son programme social pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. 1 million de francs CFA a été offert par la ministre Mariatou Koné. Dans la région du Gord, on parle également d'autonomisation féminine. 151 associations et fédérations féminines ont une rencontre avec la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Miss Belmonde Dogo a présenté la politique gouvernementale en faveur de l'autonomisation des femmes. Mamadou Kwasi. Dans la région du Gord, nombreuses sont ces femmes qui œuvrent au quotidien pour se prendre en charge, organisées souvent en coopérative ou individuellement. Ces femmes ne manquent pas d'initiative et de volonté pour mener des activités génératrices de revenus. C'est le cas des femmes de Digonifla, spécialisées dans la fabrique traditionnelle de savon parfumé. Il y a savon à base de carottes, savon à base d'avocat, à base de lait de vache. Tout ça, là, on le fait à la main. C'est pour cela que nous demandons un soutien pour pouvoir augmenter nos capacités. Avant, on chargeait pour se promener. Avec l'âge, on ne peut plus. Donc, on demande à ce que les autorités viennent nous aider, à nous envoyer au moins des tricycles pour pouvoir se promener, puisque charger, on ne peut plus. Le message de ces femmes est bien compris par la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Une rencontre dans la ville de Gagnoua a permis à Miss Belmonde Dogo de présenter à ces femmes réunies en association et en coopérative la politique du gouvernement en matière d'autonomisation de la femme. En plus, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a informé les femmes du Gord de l'appui financier et matériel du gouvernement dans la réalisation de divers projets générateurs de revenus. Pour me faciliter la tâche, il serait bon que le DE ici présent puisse avoir des projets. Vous êtes déjà toutes constituées en fédération, en coopérative, c'est déjà un pas pour le secrétariat d'État. Et le second volet, ce sont les projets. Il faudra que les associations puissent avoir des projets. À titre individuel, on peut le faire, mais le secrétariat d'État fait des projets de coopératives, de fédérations et d'associations une priorité. Pour cette rencontre, les membres des 151 associations et fédérations féminines ont promis de faire plus pour accompagner la politique de développement de la région. Mais déjà, elles comptent se mobiliser pour l'accueil du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en visite à Gagnoua le samedi 11 janvier prochain. Une visite qu'elles comptent mettre à profit pour exprimer leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour le début de solutions à leurs préoccupations. En politique, les cadres, délégués et élus du RHDP ont eu une rencontre. Le point de l'année écoulée, la mobilisation des militants pour les prochaines élections sont les points principaux abordés. Davy Soyo et Eric Goré. Le RHDP se prépare pour une présentation de vœux au président de la République en cette nouvelle année. Et pour réussir l'organisation, ce sont les coordonnateurs, les délégués, les élus et cadres du parti qui sont sollicités pour le succès de cet événement. La réunion a permis non seulement d'informer les responsables qui sont venus, mais surtout de voir un peu les activités à court terme. Et l'activité à court terme, c'est la présentation de vœux au président du RHDP, donc qui sera organisée. En plus de saluer, de présenter nos vœux, il s'agit maintenant comment animer au quotidien le RHDP dans nos villages, dans nos campements, à travers les secteurs et les zones. Au cours de l'année 2019, le parti des Oufouettistes a eu à mener plusieurs actions contribuant à son implantation sur toute l'étendue du territoire. Adama Bictogo, directeur exécutif du parti, revient sur ce bilan. La mise en place du RHDP par un congrès extraordinaire historique au stade Félix Houphouët-Boigny le 25 janvier. Il y a eu la mise en place des coordinations régionales, sous-préfectorales, communales, départementales. Il y a eu la mise en place des instances, le conseil politique, le conseil national, le bureau politique, de la matrice d'action qui a été proposée au président du parti et qui a été validée par lui. Nous avons atteint nos objectifs mieux.
alors que nous pensions implanter le parti sur toute l'étendue du pays au mois de février-mars 2020, nous l'avons réalisé 3 mois avant. C'est au mois d'octobre prochain que l'élection présidentielle aura lieu en Côte d'Ivoire. Avant cette date, le RHDP galvanise ses troupes. On parle également d'élections présidentielles au Togo. La date limite de dépôt des candidatures était hier mercredi à minuit. 10 candidats ont déposé leur dossier devant la commission électorale, y compris le président sortant Faure Gnassingbé, qui est officiellement investi par son parti pour briguer un 4e mandat. Le vote est pour le 22 février prochain. Et ce sont ces images du Togo qui mettent fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur rti.ci. Bonsoir et à demain sur RTI 1.